Bienvenue Clément, merci de passer du temps avec moi et de m'autoriser cette petite interview. Donc Merci Clément, de m'accueillir. tu es le fondateur du TCA. Avant toute chose, on pourrait commencer par une présentation. Peut-être nous dire quel est ton parcours académique, ta carrière, Alors, mon parcours académique, il est partiellement assez classique. J'ai fait une classe préparatoire à Sainte-Geneviève. Contrairement à beaucoup d'élèves de Sainte-Geneviève, j'ai choisi d'intégrer Normal Sup, plutôt que Polytechnique. Et ensuite, thèse. Et alors, après, j'ai dévié. En thèse, je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus intéressé par l'enseignement que par la recherche. Même si j'aime encore beaucoup la recherche, mais voilà. Donc j'ai passé l'agrégation à la fin de ma thèse. Et j'ai immédiatement eu un poste en classe préparatoire. Voilà, j'ai longtemps enseigné, pas au tout début, mais assez vite, j'ai eu un poste à Sainte-Geneviève. J'y suis resté 15 ans à peu près. Et puis, depuis septembre dernier, je suis professeur en deuxième année, MP étoile, MPI étoile au lycée Hoche. Est-ce que c'était un peu marrant ou émouvant de retourner comme premier poste dans ton alma mater, genre l'école de ta formation? Ça fait quelque chose. Bon, au bout de 10 ans, on n'y pense plus. Hein, la première année, ça fait un pincement au cœur. Mais Et est-ce que tu as spécial. retrouvé des profs qui t'avaient enseigné Bien sûr, comme collègues? Oui, bien sûr. Oui. C'est amusant aussi. Après, on découvre d'autres aspects des gens que les années ont passé. Voilà. Ça écorne quelques mythes, mais non, c'était vraiment très sympa. C'est marrant, on se demande toujours tous qu'est-ce qui se passe dans la salle des profs, tu sais, genre les profs sont une espèce d'entités qui vivent dans le lycée et en fait, ben non, ils ont une vie, ils ont des défauts, ils ont des passions, donc ça va être drôle de passer de l'autre côté. Ouais. Bon, quand j'étais élève, je me demandais pas ce qui se passait dans la salle des profs. On vivait, la classe vivait, le prof venait et partait, et puis voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce concours? Donc, nous présenter ce que c'est, ce concours Tessia dont tu es le créateur, présenter la genèse et peut-être les sources d'inspiration ou ce qui t'a mené à ça. La genèse, c'est l'évolution du recrutement dans les classes préparatoires scientifiques, notamment, l'observation de cette évolution, de la difficulté croissante depuis, je situerais ça au début des années 2010 à peu près, difficulté croissante à repérer les élèves les plus aptes à réussir en classe préparatoire, avec des effets délétères, hein, donc des élèves qui sont inadaptés à des classes préparatoires de premier plan notamment et qui souffrent beaucoup. Et inversement, des élèves à excellent potentiel qui sont ratés par les plus grandes classes préparatoires, ce qui est toujours un petit peu dommage, hein, parce qu'on espère quand même pouvoir les tirer au mieux de leur capacité. Voilà, donc au fur et à mesure des années, je n'étais pas tout seul à la genèse de ce projet, il vient de mes collègues. Et puis on s'est dit que ce serait une bonne idée de rajouter une part de forme d'examen, de test, pour détecter les capacités des candidats. Qu'on pourrait rétorquer, bah oui, mais il y avait le bac pour ça. Le bac n'a jamais été, à part le bac français, et le bac Blanquer qui ne s'est réalisé sous la forme voulue que l'an dernier, hein, que pour la session 2023, les notes du bac n'ont jamais figuré dans les dossiers pour la sélection dans le supérieur. C'est vrai, moi à l'époque, j'ai eu mes résultats de prépa sur le Parcoursup de quand j'étais jeune, en début juin, bien avant les épreuves. Ok, donc c'est pas juste une question de niveau, c'est aussi une question de calendrier qui était problématique, j'imagine. Oui, enfin, de toute façon, alors après, c'est vrai que quand on a lancé le projet, on avait un concurrent, pour ça, qui était concurrent officiel de l'État, c'est-à-dire le bac Blanquer va arriver, et il a été conçu pour ça, hein, pour que les notes puissent être utilisées dans les dossiers. Mais on a eu conscience très vite qu'avec l'évolution justement de ces notes du bac, où même si les statistiques ne sont pas publiques, nous on arrive quand même à avoir des informations, simplement des retours par les élèves. Il suffit de prendre une cohorte d'élèves qui rentrent en première année de prépa et de calculer la moyenne d'année en année pour voir que, bon voilà, maintenant, quand tu es admis dans une classe préparatoire, même pas forcément comme Sainte-Geneviève ou Louis-le-Grand, tu as 19,8 de moyenne parmi les élèves à l'épreuve de maths du bac. Et sachant que les élèves, il y a des différences colossales entre leurs capacités. Ouais. Ces fameux élèves. Donc, on avait le sentiment, c'était un pari, hein, que le baccalauréat Blanquer ne jouerait pas ce rôle de trier, on va dire, pas le top des élèves, mais même simplement ceux qui actuellement, ou avant le bac Blanquer, avaient entre 17 et 20 au bac. Oui, ça, parce qu'il y a un peu un sentiment qui a l'air injuste de me dire, imaginons que je suis un élève de province, d'un lycée peu connu des grandes institutions parisiennes, et potentiellement, j'ai 19,5 de moyenne générale, je suis premier de la classe, mais on ne connaît pas mon lycée à Paris,
Et donc, potentiellement, je passe Et à travers le Paris, filtre. on a vu des dizaines d'élèves du même genre de lycée se cracher avec des dossiers du même genre que le tien, et donc ça va créer des réticences. Et c'est juste ça, on a vraiment eu ça en tête, hein, quand on a créé le TESIA, de permettre à ces élèves-là de vraiment se distinguer, et ça marche. Hein. On pourra en parler après, mais on a des cas très intéressants d'élèves de province, de lycées pas du tout connus, qui ont des dossiers qui sortent pas vraiment du lot, enfin en tout cas pas suffisamment pour passer certaines barres, et qui, grâce au TESIA, vont faire changer d'avis certains jurys et leur donner un coup de boost, hein, en se disant là j'ai vraiment confiance, alors que sinon, hein, vu le passé, hein, on a moins confiance, et donc voilà, on limite les risques. Ça, c'est un excellent pas pour l'excellence accessible par le mérite uniquement. Donc, c'est ce qui m'a passionné le plus dans ce concours. Donc oui, détection des talents. Donc oui, moi ça me parle parce que j'ai eu la chance de faire un bon lycée, mais je sens que ça se joue à pas grand-chose malheureusement. Genre si t'es pas né au bon endroit, il est possible que si tu n'as pas le bon conseil du bon prof au bon moment, tu passes à côté ou le système ne soit même pas au courant de ton existence. Donc aller contrer ça, c'est très beau et ça me rend très content que ça fonctionne de plus en plus. Je pense que pour les gens qui connaissent pas encore parfaitement ce que c'est ce concours, on pourrait peut-être faire un petit tour de comment ça fonctionne, comment il est organisé. Par exemple, tu pourrais nous dire combien d'épreuves sont organisées, quel est le calendrier approximatif disons pour 2025, et voilà, les petits détails, Ouais, les détails importants de ce genre. Okay. Donc TESIA, c'est une demi-journée d'épreuves. D'accord, ça se déroule systématiquement un samedi après-midi pour les candidats qui sont en France métropolitaine. Pour ceux qui sont à l'étranger ou dans les DOM, c'est calé sur les horaires de France métropolitaine. Donc par exemple, si vous êtes en Martinique, vous composerez le matin à partir de 9h, je crois. Et donc une demi-journée d'épreuves, et c'est en fait 2 épreuves de maths d'1h30 chacune, séparées par 30 minutes de pause. Voilà. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir fait Math Expert, par exemple ? Non, c'est pas obligatoire. Alors, on a spécifiquement conçu un système d'options. Tous les candidats ont le même sujet pour la première épreuve, et cette épreuve ne porte que sur le programme de la spécialité maths. En revanche, la deuxième épreuve peut porter, si le candidat le souhaite, sur une partie du programme de Math Expert. Et en revanche, s'il ne le souhaite pas, il a un deuxième sujet, un sujet bis, B, partiellement commun avec le premier, mais où aucune notion de l'option Math Expert n'est évaluée. Mais si je suis un élève qui fait les Math Expert, pour la cohérence de mon dossier, il vaut mieux que je m'inscrive dans les options à celle de Math Expert ? Oui, je pense quand même. Aussi parce que la répartition fait qu'on est à peu près à 80% des candidats qui choisissent l'option A, 20% des candidats qui choisissent l'option B. Donc dans l'optique de se mesurer aux autres, vaut mieux se mesurer à la cohorte la plus grande, donc celle qui a choisi Math Expert. Mais l'idée, c'est que l'option B peut être aussi utilisée parce que par un candidat, il est possible que le candidat ait suivi l'option Math Expert, mais le programme qui est évalué au TESIA est un sous-ensemble, je dirais d'à peu près 50-60% du programme officiel de l'option Math Expert. Mais si le professeur a vu les notions dans un ordre qui n'est pas compatible avec ça, il vaut mieux que le candidat rebascule sur l'option B. Est-ce que le candidat a moyen de savoir ça à l'avance ? Oui. Les inscriptions se terminent 1 mois avant l'épreuve, dont 2 semaines de vacances. Donc c'est très très proche, hein, le moment où les inscriptions sont closes et le moment jusqu'auquel on peut changer son option, sont très proches des épreuves elles-mêmes. Et donc, normalement, voilà, on est à 2 semaines de cours près, c'est rien du tout. Je dirais, ils savent, donc les élèves peuvent savoir à l'avance si dans dans l'épreuve du TESIA Math Expert, il y aura les chapitres... De toute façon, dans le TESIA Math Expert, il y aura toujours au moins un exercice sur les nombres complexes et au moins un exercice d'arithmétique. Ok. Après, c'est pas non plus complètement gravissime si on n'a pas fait assez d'arithmétique, se dire cet exercice-là, il est neutralisé et il y en a 4 autres au moins sur lesquels je pourrais m'exprimer. Mais et je pense qu'il y a des candidats qui d'ailleurs adoptent cette stratégie en disant tant pis. J'ai pas vu assez d'arithmétique avec mon professeur, mais il y a assez à apprendre avec le reste, et les annales leur permettent de se rendre compte que c'est pas rédhibitoire du tout pour avoir une très bonne note. Et est-ce que ça vaut aussi pour l'épreuve commune, par exemple ? Tous les profs ne sont pas coordonnés dans le pays, et il y a des profs qui n'ont pas fait les intégrales, par exemple, qui ont fait des choses plus Alors tard. nous, là, on ne parle pas du tout des intégrales. Hein. Le programme TESIA sur l'épreuve 1, il a été revu pour l'édition 2024 à la suite du retour en juin des épreuves de spécialité. Donc il n'y a plus de programme imposé
et on s'appuyait avant, jusqu'à l'édition 2023, sur le programme imposé par l'Éducation nationale pour les profs de spécialité de Mars. Donc on a dû imposer notre propre programme Tessia, qui est un sous-ensemble du programme officiel d'environ 40-50%. Il n'y a évidemment pas les choses qui se font d'habitude en fin d'année. Et si, par malheur, il y a un chapitre à nouveau qui n'a pas été traité par le professeur, vu la très grande longueur du sujet de l'épreuve 1, s'il y a un exercice sur les 9 qui est neutralisé à cause de ça, c'est pas du tout un problème pour aller taper une très bonne note. En termes de candidats, est-ce que c'est réservé, entre guillemets, à ceux qui veulent aller en prépa scientifique ? Pas du tout. L'idée, donc ça reste un test sélectif assez exigeant, mais il est tout à fait adapté pour des gens qui visent d'autres formations. D'abord des prépas pas forcément scientifiques, parce que par exemple pour les prépas EC, ceux qui vont faire maths approfondie, ils ont quand même une bonne dose de mathématiques, et c'est pas mal qu'ils puissent se tester. Il y a aussi une université qui recommande le Tessia, pour son L1 de maths informatique. Donc c'est pas uniquement les prépas scientifiques qui sont visés. L'autre chose, c'est que le test, il n'a pas juste pour but de valoriser ses qualités, mais il peut aussi, et il doit avoir comme but de faire prendre conscience au candidat de ses qualités, voire de ses limites. Et on a des témoignages très intéressants de candidats qui nous disent que au vu des résultats du Tessia, ça les a plutôt aidés à s'orienter vers une filière parfois où il y avait un peu moins de mathématiques. Par exemple, si on hésite pour des filières commerciales entre les maths appliquées et les maths approfondies, c'est intéressant de se tester, notamment sur des épreuves comme l'épreuve 2, où ça va un peu plus ressembler à des choses plus profondes, tandis que l'épreuve 1, elle est plus proche de ce qui va être demandé sur des élèves en maths appliquées. Tu m'avais raconté, avant qu'on lance le tournage, qu'un effet positif du Tessia aussi, c'était que les profs, au-delà de la sélection qu'on aide à faire, les profs l'utilisaient, certains profs en France l'utilisaient avec leurs élèves, en maths expert notamment, pour leur montrer peut-être un niveau différent de Oui, alors ça, c'est ce qui nous... Enfin, dans les témoignages qu'on reçoit, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on a très souvent des témoignages de professeurs qui nous disent « écoutez, votre truc... La première chose positive qu'on voit, c'est que ça a stimulé nos élèves. Ça leur a donné des objectifs, sachant qu'en maths expert, ils n'ont pas d'épreuve terminale, par exemple, ils sont jugés au contrôle continu. Et ça a dynamisé la tête de classe, ils se sont plus creusé la tête, et ça leur a permis de progresser. Si on a fait ça, en fait, c'est notre mission ultime, c'est qu'on on soit pas juste un outil de sélection supplémentaire ou plus pertinent, plus efficace, etc., mais qu'on déteigne positivement sur la qualité de l'enseignement et de la formation scientifique des jeunes. Ça, c'est le plus important pour nous. Mais justement, ça me fait une parfaite transition avec ma question d'après, qui était... moi, j'aime beaucoup cette épreuve. Je sens qu'elle a été pensée intelligemment pour tester justement les capacités de réflexion des élèves et leur capacité aussi à avoir appris les théorèmes et à ne pas juste faire comme un perroquet et répéter des exercices déjà vus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment les types de questions ont été pensés, par exemple, certains QCM, certaines un peu plus de rédaction, ou quel était l'esprit recherché par rapport à ce qu'on peut trouver dans un bac ou un exercice de bouquin de terminale classique ? Bon, oui, alors la question est vaste. D'abord, il y a une chose qui est importante, c'est que parfois des gens nous présentent comme une forme de test standardisé. Et alors, je vais revendiquer un esprit très français. Donc, nous, on préfère la non-standardisation. Enfin, on accepte une forme de standardisation, mais on aime un tout petit peu déstabiliser les gens. Dans le sens où les forcer, qu'ils soient en alerte permanente et qu'ils sachent qu'ils sont obligés de réfléchir et qu'on ne va pas juste dérouler un schéma vu et revu 400 fois. Donc, plutôt que de pointer ou de montrer des formes particulières, l'esprit général, c'est d'essayer systématiquement de contrecarrer une forme de bachotage qui pourrait s'installer. Donc, en variant le style des questions, en variant la façon dont les questions sont posées, en évitant, je sais que toi tu fais des corrigés, mais en évitant des stratégies qui consisteraient juste en l'élimination de réponses évidemment fausses. Alors, je te donne un exemple intéressant, c'est moi qui l'ai introduit, c'est-à-dire poser des questions où tu demandes pas, où tu dis pas. Alors, il faut savoir que dans le Tessia, sur les questions QCM, il y a toujours exactement une bonne réponse.
Exactement. Bon. Évidemment, une forme de complexité serait de dire il peut y en avoir plusieurs. Mais c'est compliqué pour nous à gérer d'un point de vue informatique. Donc on a décidé de partir sur un modèle, il y a une seule bonne réponse. Mais à l'intérieur de ça, on peut ajouter des subtilités. Par exemple, il y a plusieurs bonnes réponses, mais la vraie question, c'est quelle est la réponse la plus fine d'un point de vue logique ? Quelle est celle qui donne le plus d'informations ? Et là, ça nécessite vraiment, de la part des candidats, une vraie réflexion systématique. Ouais. Ces questions sont très intéressantes. Voilà. Donc on essaye à chaque fois, et alors évidemment, on va être malin, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir ce genre de questions sur les premiers exercices de l'épreuve 1. Ah non. Au début, on va poser des choses très standards, avec le moins, et aussi ça joue sur la longueur des réponses ou leur complexité syntaxique. Plus on va avancer dans les sujets, plus on va avoir des réponses qui sont complexes à analyser, des questions qui sont complexes à analyser. Même si ça reste des mathématiques, on ne demande pas des choses extrêmement évoluées en termes techniques, mais on va chercher... Alors, en fait, pourquoi on fait ça ? C'est que quel est le problème ? C'est le format. On n'a pas choisi le format QCM par plaisir, en se disant par définition, un QCM est une excellente façon d'évaluer les gens. Nous, on est à nouveau attaché à la tradition française de l'épreuve écrite rédigée. Le QCM a été choisi pour une raison extrêmement simple, c'est la nécessité pour nous de pouvoir corriger les copies en moins de 2 semaines. À l'intérieur de ça, on s'est donc posé la question, est-ce qu'avec un QCM, on peut évaluer correctement la logique des candidats ? Et c'est pour ça qu'on a progressivement joué avec le format pour de plus en plus se permettre de tester la logique des candidats via des formulations de questions qui nécessitent, qui creusent vraiment pas mal sans qu'il y ait nécessairement des raisonnements mathématiques extrêmement poussés derrière. C'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une force au QCM. Moi, j'avais tendance au lycée à me dire que dans les bouquins, les QCM, je les fais pas, ça sert à rien, mais je sais pas, il y a un truc où j'aime bien les utiliser moi avec mes élèves, que ce soit à la fac ou en particulier, pour vérifier au moins la maîtrise des connaissances. Oui. Parce qu'il y a un côté, comment dire, un des défauts que je vois chez les élèves, c'est que parfois, ils croient connaître le cours quand, en le relisant, ils le comprennent. Alors que non, justement, il faut que tu sois capable de comprendre pourquoi c'est juste et comprendre pourquoi une réponse est fausse. Et le QCM a cette force-là de donner un peu de perspective sur ce que tu as appris, je trouve. Alors, mais là tu parles à ce moment-là de QCM qui sont là pour tester la base. Voilà. Oui, la base. Et nous, on se positionne comme test premium. Ouais. C'est-à-dire, on va aller juger des élèves qui vont, pour certains, aller faire des formations d'élite. Donc, est-ce qu'on peut, au-delà de dire, on va vérifier si les gens sont très rapides intellectuellement et font très très vite des choses simples, nous, on souhaite creuser plus profondément, sachant qu'on a cette limitation du QCM. Alors, une chose qu'il faut préciser, c'est que Tessia, c'est pas un QCM pur. Sur le nombre de questions, il y a 4 ou 5 questions par épreuve qui demandent une rédaction. Les candidats ne sont pas obligés de les traiter, et il y en a beaucoup qui en traitent très peu. Quelques questions qui demandent un résultat brut, mais alors ces questions de rédaction, dans le barème, elles ont du poids. Oui, j'imagine. Elles ont du poids, et je crois que les questions de QCM, c'est à peu près 60% du poids. Les questions à réponse brute et rédigée, c'est 40% du poids des points qu'on peut prendre. Voilà, mais nous, voilà, le défi qu'on avait, et je pense qu'il est maintenant relevé, on a réussi, c'est sur du format QCM qui est très contraignant, réussir à bien tester les capacités logiques des candidats, sachant que c'est quand même beaucoup plus facile avec des questions rédigées de le faire. Alors, une question un peu... je sais pas, c'est juste un peu pas provocatrice, mais quelle différence avec ce qui existe déjà, comme par exemple le concours général ? Alors, concours général, là, on est complètement à la française déjà. Ouais. C'est un sujet entièrement rédigé, un très beau problème, ou plusieurs très beaux problèmes très longs. Donc déjà, ça fait une différence mathématique. Voilà. Nous, on a un respect total envers le concours général. Après, la différence, c'est du point de vue des candidats et des formateurs. Tout simplement que le concours général ne récompense qu'une vingtaine de candidats au niveau national chaque année. Alors parfois, il y a des retours disant votre copie a été remarquée ou je sais pas quoi, mais on met des très très grandes catégories de gens dans des très très grands sacs.
Donc, le concours général a, par rapport à notre projet, voilà, ne peut pas jouer le rôle qu'on aimerait lui voir jouer, puisqu'il est très élitiste. Hein. Ce qui n'est pas pour moi une insulte, loin s'en faut, mais nous, on prétend et on espère pouvoir évaluer intelligemment un nombre très très élevé de candidats. Voilà, donc le 20e du concours général ne saura pas s'il est 20e ou 500e. Hein, le 20e du TCA saura qu'il est 20e. Alors, c'est pas réellement comme ça, parce qu'il y a des classements par épreuve et on ne donne pas de classement général. Mais voilà, et on écrase. Alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le concours général va trier les 18 meilleurs, et nous, on va les écraser en disant, bon, vous avez dépassé le score maximum, et au-delà de ça, de toute façon, vous avez le niveau pour intégrer n'importe quelle formation d'élite en première année. Parfait. Ouais, j'imagine que c'est des candidats qui sortent du lot en général, qui arrivent à taper 100%. Il y a des gens qui ont 100%? Alors, la première année, il n'y en a eu presque aucun. Ouais. Je dirais 2 ou 3. 2. On a mis on a décidé la deuxième année de mettre un peu plus de score de 100 sur l'épreuve 2, notamment. Si bien que maintenant, vous comptez environ 10 candidats au niveau national qui tapent 100 et 100 à chacune des épreuves. Voilà. 10 sur 2000. Hein. S'il y en a trop, après tu feras un TCA du TCA. Pour moi, c'est aucun intérêt. Le but, c'est pas de faire la sélection à Normal Sup 2 ans avant. C'est ça. Juste un peu quelques stats peut-être sur comment ça se passe. Donc le TCA a été créé, déjà en quelle année ça a été créé et quelle évolution tu as vu du nombre d'inscrits depuis l'année de création et peut-être aussi quelle utilisation est-ce que tu as vu sur Parcoursup ou est-ce que tu as entendu des témoignages, etc. Donc, TCA, ça a été lancé en 2022, première édition. On a eu un peu moins de 1800 présents. Deuxième édition, on a eu une petite baisse. Donc, on est descendu un tout petit peu moins de 1500 et on a rebondi sur l'édition 2024 où on est quasiment à 2000 candidats présents aux 2 épreuves. Et aussi une évolution, c'est le TCA, c'est un examen sur table. Quelque chose, c'est important de le préciser. Hein, donc, on organise le concours dans des centres d'examen. Donc, c'est important que les candidats aient, à une distance raisonnable de leur domicile, un centre d'examen. On y veille. Bon, il y a encore quelques zones en France avec une couverture pas évidente, mais le nombre de centres d'examen augmente d'année en année et la couverture progresse d'année en année. Donc, on est à plus de 30 centres d'examen en France pour l'édition 2024, dont, je dirais, il me semble, 25 ou 26 en province. Voilà. Parfait, oui. Donc, n'importe quelle ville de taille raisonnable peut, en gros, peut espérer voir un centre d'examen, et donc n'importe quel... Et puis, de toute façon, ça va progresser hein, pour l'édition 2025. On va essayer de s'implanter dans au moins 2 ou 3 villes de province supplémentaires, peut-être un département d'outre-mer supplémentaire, etc. Parfait. Et est-ce que tu as des retours ou est-ce que tu as vu des choses sur l'utilisation justement de ces résultats pour différentes formations? Tu parlais d'une université tout à l'heure ou de prépa, etc. Est-ce que tu as une idée, même si c'est pas précis? Alors c'est difficile à savoir. On a sur notre site on ne veut pas fliquer les gens d'abord. Oui. Nous, c'est un principe. Par exemple, sur notre site, si tu t'inscris comme utilisateur, il y a 0 cookie. 0, 0, 0. On fait tout à coup de base de données, mais il n'y a pas de suivi, de traçage, etc. Donc, il y a une chose qui nous permettrait de savoir l'usage qui est fait du TCA, c'est un module sur notre site qui s'appelle le module de vérification des résultats. C'est-à-dire un truc dans le TCA, c'est que les candidats, pour indiquer leurs résultats des formations sur Parcoursup, mais après il y a d'autres systèmes de recrutement, mais ça concerne surtout soit des formations étrangères, soit des formations hors contrat. Donc, si moi, candidat, je veux indiquer de bons scores au TCA à une formation, sachant que les résultats sont privés, il n'y a pas de liste publique de résultats, je dois le mettre dans mon dossier Parcoursup moi-même. Et alors, je peux le mettre dans la lettre de motivation, je peux le mettre dans les activités, etc. Toute zone que le candidat peut remplir lui-même. Et nous, on a prévu une façon pour que les formations puissent vérifier les résultats via un système de code de sécurité, tout simplement. Voilà. Et donc, on pourrait fliquer l'utilisation de ce module pour voir combien de fois il est utilisé, sachant que nous, comme on ne sait même pas qui l'utilise, on pense que beaucoup de candidats
vérifie que la vérification fonctionne. Et heureusement, parce que voilà. Oui. Sinon, il faut alerter le concours pour dire attention, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que la vérification fonctionne, mais elle ne marche pas. Donc là, la formation va croire que je leur raconte des cracks et ça va pas faire bon effet. Donc, ce qu'on a, c'est quand même régulièrement sur la boîte de contact des mails de recruteurs de classes préparatoires parisiennes, notamment, qui nous disent mais tel candidat m'a dit qu'il avait passé le TSIA, mais j'ai pas ses notes. Bon, et là, de toute façon, la réponse systématique qu'on leur donne, c'est on peut pas vous les donner. Hein. Mais oui, on a ce retour. Il faut que l'élève ait mis le bon code pour que le prof puisse aller vérifier. On peut vérifier des résultats que si le candidat a mis ses notes. Alors après, bon, on sait qu'il y a des candidats qui mettent uniquement les classements, par exemple. Mais nous, alors une partie des données publiques, c'est que quand on a le classement, on peut retrouver la note. Ok. Donc en fait, ça permet de sauver les candidats. Oui. Voilà. Les candidats mais ça fonctionne bien. Et alors, on est incapable de savoir quelle est l'ampleur de l'utilisation. Ce qui est sûr, c'est qu'elle existe. Okay. Qu'elle existe et qu'elle elle est peut-être encore un peu concentrée sur les grands lycées parisiens, mais je pense que ça va assez vite se diffuser, notamment parce que, en fait, tout simplement, quand on examine des dossiers, quand on voit passer une fois sur 10 ou sur 15 TSIA, ça commence à attirer l'attention. De toute façon, les profs et les prépas dans toute la France ont un intérêt à savoir sélectionner correctement. Donc, normalement, il y aura un cycle vertueux qui devrait s'installer, je l'espère. Ça amène à ma dernière question. Qu'espères-tu pour l'avenir ? Genre, est-ce que tu espères que de plus en plus de profs spontanément l'utilisent, avoir peut-être un accord avec l'éducation nationale un jour, ou je ne sais pas. Oui, bon, de toute façon, c'est ce qu'on vit. Enfin, le projet, actuellement, il en est à servir 2000 candidats. J'estime qu'on doit avoir comme objectif à terme un zéro de plus. Hein. Donc, entre 10 et 20 000 candidats sont concernés seraient concernés par le TSIA. Ça correspond au nombre de gens qui s'inscrivent en prépa ECS, ECG, maths. Voilà, on va sur 30 000. Hein. Ouais, 30 000. Peut-être aller sur 30 000. Ou au moins qui veulent savoir. Donc nous, en fait, nous, pour l'instant, notre but, c'est la croissance. En maîtrisant le produit, c'est-à-dire faire des bons tests. Nous renouveler, faire des bons... parce que ces tests, c'est aussi, comme je le disais, du matériel pédagogique pour les professeurs, donc c'est important. Et donc, on est dans une stratégie de progressivement attirer de plus en plus de candidats jusqu'à devenir presque incontournable. Mais évidemment, la consécration, c'est le jour où une formation dit, bon, le TSIA va devenir quasi obligatoire. Ouais. Et ça simplifierait les choses pour tout le monde à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si une formation qui a une année, 70% de ces candidats qui l'ont passé, dans la gestion du traitement des dossiers, du classement des dossiers, ça devient compliqué de gérer les gens qui ne le passent plus. Donc il vaut mieux adopter une règle claire en disant c'est quasi obligatoire. Bon, on regardera quand même, de toute façon, on regarde toujours des dossiers un peu atypiques. Mais pour les autres, il faudra y passer. On en est très loin. Hein. Il faut attendre une couverture très importante. Alors, vous avez une vision j'appellerais méritocratique, de faire peut-être sortir des talents qu'on a mal détectés, etc. Donc, améliorer en gros le rapport entre formation et élèves dans toute la France. Est-ce que ça se traduit notamment dans l'accès au TSIA, c'est-à-dire le prix, la facilité d'inscription, etc. Oui, alors de toute façon, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le TSIA n'est pas une proposition commerciale. J'ai parlé de produit, mais parce que j'ai une mentalité d'entrepreneur, mais le TSIA, c'est non lucratif. Hein. C'est organisé par une association. Et le prix du test a été calculé, enfin, tout a été conçu pour limiter les coûts au maximum. On a eu une approche de cost killers. Voilà. Donc, tout ça pour arriver le but, c'était, on ne veut pas que le prix du TSIA soit plus de 30 € par tête. Ouais. D'accord ? Donc, on a réussi au début à faire 20 €, mais avec un très, très gros investissement bénévole. Donc là, on a dû augmenter très légèrement les prix. En plus, on a eu l'inflation importante entre le moment où le projet a été lancé et puis l'heure actuelle.
Et donc là, on en est à 25 € pour un candidat normal. 35 à l'étranger, mais c'est autre chose. Et ces 25 €, c'est, je crois, 4 à 5 fois moins cher que le prix d'un test de langue équivalent en termes de durée et de profondeur d'évaluation. Et puis c'est un test, donc le TCA pour 25 €. On n'a pas un test fait par une petite boîte inconnue, mais la ORES, ça réunit quand même des professeurs qui sont extrêmement chevronnés, qui ont enseigné dans les meilleures classes préparatoires. Bon, c'est premium. Voilà, on a un produit premium pour 25 €. Bon. Et parce qu'il y a des coûts, évidemment, d'impression des copies, d'acheminement, de correction, etc. Et puis, évidemment, on fait très attention. Même 25 €, ça reste cher pour des gens qui ont des petits revenus, notamment parce qu'ils doivent éventuellement se déplacer vers le centre d'examen. Donc, on a un tarif réduit à 5 € pour les boursiers. Voilà. Du secondaire, je précise. Il ne faut pas juste avoir une feuille du Crous disant l'année prochaine, vous aurez peut-être une bourse échelon 0. Il ne faut pas exagérer. Voilà. 25 €, c'est déjà donné. Donc 5 € pour ceux qui ont plus de difficultés. Ça, c'est quand même quasiment c'est symbolique. gratuit, donc, Voilà, c'est pour éviter qu'on ait des gens qui s'inscrivent sans venir. Bon, d'ailleurs, les boursiers font plus défections que les autres en moyenne, parce que avoir dépensé 5 €, ne pas y aller, on se dit pas qu'on a jeté de l'argent par les fenêtres. Oui, en effet. Et donc, une dernière question, si dans les gens qui nous regardent, il y a par exemple un professeur, un enseignant qui entend parler de ce projet, qui t'entend, ou des élèves qui commencent à se dire « ça pourrait être marrant, je vais en parler à mon prof », quelle serait l'étape à prendre s'ils veulent plus d'infos, s'ils veulent, je sais pas, il y a le site, mais est-ce qu'ils peuvent te contacter, quelles seraient les étapes à prendre? Déjà, ils peuvent regarder toutes les vidéos de notre chaîne YouTube, il y en a quand même beaucoup, portant sur tous les aspects vraiment du concours. Alors on n'a pas mis en place de forum encore. Donc, si on veut parler du TCA, souvent les discussions se font dans les fils de commentaires YouTube. Voilà. Et puis après, on est sur tous les réseaux sociaux principaux, sauf TikTok. Donc, on est sur X, on est sur LinkedIn et sur Facebook. C'est plutôt pour les parents d'élèves. Mais voilà. Et sinon, il y a la boîte de contact sur le site pour poser des questions directement. Parfait. Je mettrai tout en description de toute façon. Et on souhaite que plein d'enseignants vous contactent. Je te dis merci pour ton temps. Et donc voilà, courage pour l'organisation de 2025, courage pour les copies qui arrivent de tout, les copies, ou en tout cas l'organisation des préparations d'oraux pour tes élèves. Ouais, c'est surtout le remplacement que je dois faire là en ce moment. Du courage. À une prochaine.